Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. Comment économiser l'eau en plein cœur de l'été ? TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous dira quels sont les équipements prisés pour consommer moins dès le début de ce journal. La rédaction de 8 Mont-Blanc, elle nous dévoilera quelques conseils pour se balader en montagne sans perturber les alpages ou comment allier pastoralisme et tourisme. Et puis en fin de journal, nous découvrirons une activité originale et en pleine expansion, le lancer de hache. Quelques gestes à connaître et vous deviendrez, c'est sûr, un expert grâce à Via Occitanie. C'est sans doute votre principale préoccupation en ce mois d'août. Jusqu'à quel niveau manquerons-nous d'eau ? En plein cœur de l'été, le doute plane quant aux restrictions. Alors dans ce contexte, certains n'hésitent plus à se tourner vers des alternatives pour économiser la ressource et pouvoir l'utiliser à tout moment. Des équipements qui sont aussi plus écologiques et dont la demande se multiplie depuis le début de l'année. La preuve en Gironde avec ce reportage d'Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Longtemps passés inaperçus, ces produits sont à présent victimes de leur succès. On a déjà tout vendu. La promo a débuté il y a 5 jours et on a quasiment tout vendu en l'espace de 5 jours. Face à la menace d'une nouvelle sécheresse, vous êtes de plus en plus nombreux à investir dans des récupérateurs d'eau de pluie. Une cuve de 300, 600 ou 1000 litres, vendue ici entre 80 et 200 euros. Et grâce à cet équipement, plus besoin d'utiliser de l'eau potable pour les usages domestiques. Parce que l'été, on n'a pas trop le droit d'utiliser l'eau pour arroser les jardins, remplir les piscines et surtout pour faire des économies. Parce que l'eau augmente, tout augmente. On a doublé les ventes et les fournisseurs n'arrivent pas à suivre et les réceptions, on a du mal à les recevoir dans les temps. Donc on propose moins facilement les récupérateurs d'eau. De l'eau que l'on peut utiliser pour arroser sa pelouse et réduire sa facture. Mais sur le bassin d'Arcachon, une propriétaire préfère prendre une décision plus radicale. L'arrosage est à l'eau de ville et donc on essaye de faire des économies sur la gestion de l'eau sur certains endroits, du potager ou des choses comme ça. Par contre, sur cette partie qui était sur l'avant de la maison, on a décidé plutôt de partir sur du gazon synthétique et carrément d'enlever l'arrosage. Cette pelouse, plus vraie que nature, écologique et sans entretien, était réservée jusque-là aux balcons ou aux terrasses. Mais depuis plus de 10 ans, le gérant de cette entreprise constate que le critère d'achat n'est aujourd'hui plus le même. Avant, on était à 90% sans entretien et 10% pour l'eau. Aujourd'hui, on doit être à 50-50 facilement. En moyenne, on utilise 500 litres d'eau au mètre carré par an. Donc il suffit de multiplier par le prix de l'eau et on se rend compte quand même que les factures sont assez importantes. Vendu entre 30 et 60 euros le mètre carré, ce gazon a une durée de vie de 30 ans en moyenne, séduisant donc à un détail près. Le synthétique absorbe la chaleur. Mieux vaut donc chausser ses claquettes en cas de canicule, au risque de se brûler les orteils. Voilà, et pour protéger l'environnement, vous êtes nombreux également à repenser vos déplacements. Moins de voitures, moins d'avions, mais aussi moins de ferries pour se rendre en Corse. Depuis 2 ans, une nouvelle offre se développe pour rejoindre l'île de beauté, Le Voilier. Une coopérative propose une liaison quotidienne entre Saint-Raphaël et Calvi. Une option avant tout écologique. Les précisions avec ce reportage de Loïc Leprince pour Télépaésé sur place. Se rendre en Corse, oui, mais comment ? Depuis 2 ans, une coopérative propose à des voyageurs de faire la traversée en voilier. Aujourd'hui, ce sont 7 passagers qui ont choisi cette option. Cette liaison existe depuis 2 ans et est amenée à se développer. Donc Selcop, c'est une entreprise, une coopérative exactement de transport de passagers à la voile qui opère entre le continent et la Corse pour l'instant. Pour les passagers, c'est avant tout la motivation écologique qui les a amenés à opter pour ce mode de locomotion. Avec mon mari, qui travaille beaucoup dans la mobilité, on essaie toujours de trouver des solutions pour ne pas utiliser l'avion et voire même de ne pas utiliser notre voiture pour partir en vacances. Et on avait le projet de retourner en Corse. Et on a découvert la société Sailcop, la coopérative Sailcop, et on s'est dit tiens pourquoi pas, faisons la traversée en voilier. Depuis quelques années, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. Et donc voilà, ça fait partie de cet objectif-là, et sans pour autant renoncer à profiter de la Corse. Donc c'est un super compromis. Au bout de 18 heures de traversée, les passagers arrivent à bon port. Beaucoup d'entre eux réemprunteront ce même mode de locomotion pour le trajet retour. Quant à la coopérative Selcop, elle espère démocratiser le voyage en voilier et peut-être à l'avenir ouvrir encore d'autres liaisons.
Allez, quittons ces superbes paysages corses pour nous rendre sur les magnifiques sentiers de nos montagnes. Vous êtes bien sûr nombreux cet été à profiter des vacances pour vous balader au grand air. Un désir de marche et de randonnée qui peut se heurter parfois à la réalité des alpages et des patous, ces gros chiens qui protègent les troupeaux l'été dans les montagnes. Alors quels sont les bons comportements à adopter s'ils vous approchent ? En Haute-Savoie, les professionnels du tourisme sont formés à ces questions. Agathe Crinchamp pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Ils surveillent les troupeaux jour et nuit. Les patous font partie des quelques 7000 chiens de protection en France. Au Bouchet-Montcharvin, cet éleveur possède 4 patous, régulièrement confrontés aux promeneurs. On a un peu des retours d'histoire et des points de vue. La plupart du temps, c'est le genre de discours où vos chiens sont agressifs, ils m'ont attaqué. Et donc finalement, c'est une perception de l'événement, puisque quand on creuse un petit peu, souvent c'est finalement juste le chien qui est venu, qui aboyait. Et pour améliorer la cohabitation dans les alpages, la Société d'économie alpestre forme les professionnels. Objectif, leur donner les clés de compréhension face au travail des éleveurs. C'était suite à un constat d'une très forte fréquentation des alpages au Savoyard, avec de plus en plus de monde, donc des usagers en tout genre, des trailers, des randonneurs, des VTTistes, des parapentistes. Et donc l'idée c'était d'apprendre au personnel d'office du tourisme, de remontée mécanique, aux accompagnateurs, à tout ce monde qui est au contact des usagers du territoire, à comment bien se comporter en alpage pour améliorer la cohabitation. Les accompagnateurs en randonnée sont parmi les premiers confrontés au pastoralisme. Se former est donc une nécessité. Ça nous permet de connaître le comportement du chien et de savoir lire en fait au niveau de ses expressions à la fois corporelles et aussi de sa manière d'aboyer, de dire est-ce que je peux passer, est-ce que je dois encore attendre. En tant que formateur pour la Fédération française de randonnée, ces journées sont riches pour nous. Ça nous permet de transmettre ces bonnes informations données par le SEA ou données par les professionnels, je vais dire, par les gens qui valident ces chiens de protection. Première règle, rester éloigné des troupeaux. Mais si la rencontre est inévitable, il faut alors s'arrêter. Simulation ici d'un face-à-face avec un patou. Le chien s'approche et flaire afin d'identifier, c'est son travail. Un travail de plus en plus perturbé par l'augmentation des activités touristiques en alpage. Alors que chiens et éleveurs doivent déjà composer avec le loup. Les chiens qui sont souvent très sollicités la nuit et qui ne peuvent pas dormir plusieurs nuits d'affilée, parce qu'il y a des loups sans arrêt, il y a des attaques sans arrêt, et qui en plus la journée n'ont pas de moment pour se reposer parce qu'il y a énormément de gens qui se promènent, et c'est souvent on a des chiens où il y aura des incidents avec les promeneurs, plus qu'avec les loups, parce que ces chiens ont plus de moments pour redescendre en pression et pour pouvoir se poser. Concilier tourisme et pastoralisme, cela permet aussi de préserver une agriculture locale chère à nos montagnes. Voilà, quels sont les métiers qui recrutent ? Dans un mois sonnera déjà l'heure de la rentrée et peut-être serez-vous à la recherche d'un travail. Alors parmi les professionnels qui embauchent, les aides à domicile sont indispensables pour aider au quotidien nos aînés. Pour faire le ménage, la toilette ou les courses, les besoins ne cessent de grandir avec le vieillissement de la population. Reportage pour la chaîne TL7 de Marie-Lise Pariot, regardez. Dès qu'elles arrivent, ces aides-soignantes à domicile se mettent au travail. Monsieur Guillaumont va souffler ses 100 bougies. Il vit seul depuis le décès de sa femme et après plusieurs petits AVC, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Il reste autonome, mais la venue des aides le soulage dans son quotidien. Ça évite bien de faire pas mal de travail. Moi, je bricolais bien un petit peu, mais enfin, c'est pas comme je pouvais pas bien me déplacer, puis ça dépend des moments. Quand j'étais malade, j'étais bien obligé d'avoir quelqu'un près de moi. Les aides à domicile comme Linda font les courses, l'entretien de la maison, mais ont également un rôle relationnel. Eh bien, elles s'occupent vraiment bien de moi. Elles sont bien gentilles. Les aides-soignantes qui ont pour mission la toilette et surveiller la prise de médicaments reconnaissent aussi le rôle psychologique. Parfois, il y a des personnes qui sont seules, donc ils apprécient notre présence. Je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que je vous revois parce que je n'ai pas encore le planning. Dans la Loire, les assistants à domicile représentent environ 18 000 offres d'emploi en 2022. C'est un petit peu en tension, oui, c'est vrai. On en a besoin, voilà. Et plus en plus de personnes âgées, donc c'est sûr qu'il faudrait beaucoup plus de personnel.
Selon le dernier recensement de l'INSEE, les seniors sont plus de 200 000 dans la Loire. Alors les services sont parfois longs pour les aides à domicile. Quand il y a des arrêts maladie, voilà, pour X raisons, hein, je ne sais pas. Après, oui, on fait des heures en plus, hein, donc voilà, oui, ça se ressent. Dans le secteur, le nombre de salariés a augmenté de 2,8% en 2022. Les aides à domicile ne sont pas les seules à pâtir de ce manque de personnel. Les personnes âgées en ont besoin. 12 550 d'entre elles bénéficient d'une subvention de l'État pour avoir une aide personnalisée à domicile. Tout à fait autre chose à présent. Gad Elmaleh, Tarek Boudali, de nombreuses célébrités bien connues des Français. Le Troyen Fabio Leal dessine dans son atelier. D'abord passionné par les reproductions de portraits manga, le jeune homme s'est rapidement fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses portraits de célébrités. Certaines font même appel à lui pour des commandes personnelles. Et aujourd'hui, Fabio Leal a atteint l'un de ses rêves, être exposé au musée Cristiano Ronaldo au Portugal. Rencontre avec la rédaction de Canal 32 sur place. Fabio Leal est né avec un crayon à la main. Le jeune Troyen dessine d'aussi loin qu'il se souvienne. J'ai appris de moi-même, donc je prenais les versions papier de manga et puis je les recopiais sur une feuille. Et puis ça m'a toujours plu de crayonner, du coup j'apprenais de moi-même, de mes erreurs. J'ai tenté quelques cours de dessin aux Beaux-Arts de Troyes, mais ça m'a pas du tout plu. Parce que c'est vraiment une version qu'ils veulent eux de l'art. Et puis moi j'ai toujours dit que l'art ça doit être libre de nos compétences, donc apprendre de soi-même c'est la meilleure façon. Et c'est un pari réussi. L'artiste vit aujourd'hui de sa passion en participant à des salons. Fabio Leal dessine la semaine et vend le week-end. Je parcours la France pour faire des salons de type convention, donc je vends justement mes œuvres version manga, parce que c'est le thème dans ces salons-là. Du manga, mais pas que. Portraits de famille, portraits individuels et portraits de célébrités. Après avoir publié son dessin de l'humoriste Gad Elmaleh sur la plateforme Instagram, sa carrière a décollé grâce aux réseaux sociaux. Je suis passé de, on va dire, 1000 abonnés à 13 000 sur Instagram. Et puis TikTok, c'est tout récent, ça fait seulement 1 an que j'ai commencé l'application et puis je suis à 130 000 aujourd'hui. Donc il faut faire du contenu original. Et des idées, il en a. L'artiste a récemment lancé un nouveau concept, dessiner des joueurs de football directement sur leur maillot. J'ai trouvé un maillot de Cristiano Ronaldo qui datait un petit peu. Je me suis dit mais pourquoi pas dessiner, parce que j'avais vu un Américain qui avait dessiné des joueurs de baseball sur les t-shirts. Et là je me suis dit mais pourquoi pas sur les maillots de foot. J'ai vu la matière, je me suis dit mais comment je vais faire ça. Et après moi j'aime relever tous les défis, donc j'ai pris un pot de peinture, j'ai commencé à mettre une base blanche. J'ai fait 3 départs, je les ai postés sur Instagram et le frère de Cristiano Ronaldo m'a contacté directement sur Insta et il m'a dit j'aimerais bien les avoir au musée, donc musée de Cristiano Ronaldo où il met tous ses ballons d'or, tous ses trophées et ils sont maintenant exposés. J'ai 6 t-shirts au total exposés là-bas, ouais. Donc je suis hyper fier. Prochaine étape, rencontrer peut-être un jour son idole, mais avant cela, Fabio Leal sera présent au 3 Japan Show les 10 et 11 septembre et il a hâte de retrouver les Troyens. Voilà, et les portraits, il en a fait lui aussi sa passion grâce à son appareil. Ong Phuc Bui, photographe professionnel, s'est vu décerner il y a quelques semaines le prestigieux titre de portraitiste de France. Une distinction qu'il a remportée pour la 2e fois. Écoutez-le parler de son travail au micro de Marion Kemener, journaliste pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Je vais faire un peu le relou là. Juste, il y a ta petite mèche. Voilà. Je m'appelle Ong Phuc Bui, je suis photographe. J'ai reçu pour la 2e fois le prix de portraitiste de France et je fais également partie du top 100 mondial sur la photographie de mariage. Moi, je bois pas de vin et donc pour être rassuré et quand je dois acheter une bouteille pour offrir à des personnes, je choisis là il y a un petit médaillon, médaille d'or, médaille d'argent ou bronze. Donc au niveau photo, pour moi, c'est un peu le même principe. Portraitiste de France, c'est pour moi quelque chose de gage de qualité. Ah ouais, d'accord. Et avec ton homme, vous courez ou tu courais toute seule? Il n'y a que uniquement l'aspect humain. L'aspect technique, je ne suis pas forcément un très bon technicien. Ce que je recherche, c'est vraiment la connexion, le regard. Parce que dans mon histoire personnelle, on ne montre pas forcément ses sentiments. C'est pour ça que je pose des questions, je regarde beaucoup les regards, certes les connexions. Et je pense que c'est ma patte en termes de shooting photo. 2, 3. Aujourd'hui, la mamie du coin peut prendre des photos avec son smartphone. Même un enfant peut prendre des photos avec son smartphone. Il y aura toujours plus de photographes. Maintenant, je pense l'œil d'un photographe, la précision, le souci du détail font aussi
qu'on va aller chez un photographe, notamment d'avoir ce prix de portraitiste de France, c'est aussi un gage de qualité, une expertise, un professionnalisme. Mais ce qui fera vraiment notre différence, c'est notre singularité et puis notre unicité dans tout ce qu'on fait en soi. Des fraises, mais aussi des kiwis, des mûres, mais surtout de la charcuterie et du fromage. Direction la Bretagne dans cette édition à la rencontre du vice-champion de France, écoutez bien, de la planche apéritive. Et oui, la première édition de ce drôle de concours s'est tenue récemment à Paris. Médaillé d'argent donc, un militaire converti en fromager. Un sujet appétissant de Capucine Colin-Guillochin pour TVR à Rennes. Cet homme est un expert. Il est même l'un des meilleurs Français. Mais saurez-vous deviner dans quel domaine ? Gauthier Ducret, vice-champion de France de la planche apéritive 2023. Et oui, la planche apéro a désormais son concours national. J'ai décidé de faire un bouquet de fleurs en fromage et charcuterie. Le Brétilien a présenté ce qu'on appelle 3 tableaux sur le thème du printemps. Un seul mot d'ordre, l'équilibre. Car oui, la planche apéritive, c'est tout un art. J'avais mes idées en tête, fallait juste respecter le timing pour tout mettre ça sur un plateau. Gauthier Ducret s'est donc placé 2e, pas si mal pour un officier de la marine marchande reconverti en fromager depuis seulement 2 ans. Mais alors, c'est quoi le secret de la bonne planche ? La bonne planche pour moi, voilà, il faut que ce soit une planche déjà colorée. Le beau attire le bon, forcément. Il faut que ce soit très équilibré au niveau des fromages qu'on propose et au niveau de la charcuterie. On rajoute un peu de sucré pour justement parfois casser le côté salé que peut avoir la charcuterie parfois. Voilà. Il faut toujours qu'on puisse grignoter et qu'il y ait toujours une envie de reviens-y, quoi. Du coup, ce sera une planche juste apéritive. En tout cas, il n'y a pas que le jury de conquis. 6 personnes, mixte. Ouais. La star, ici, c'est la planche qui représente près de 50% du chiffre d'affaires de la boutique. C'est goûtu, voilà, c'est varié, c'est des paysages, des plateaux magnifiques, quoi. Le commerçant retentera le concours l'année prochaine. En attendant, il continuera de s'entraîner. Rien que cet été, il devrait en concocter plusieurs centaines. Voilà, et après une si belle planche, vous ne refuserez pas un bon dessert venu cette fois-ci de la Somme. Indissociable de la culture gastronomique locale, le gâteau battu est une spécialité aussi riche en calories que délicieuse. Des œufs, de la levure, de la farine, du sucre et du beurre, il n'en faut pas plus, même s'il en faut beaucoup pour confectionner cette gourmandise. Et attention, ne vous y trompez pas, le gâteau battu n'est ni un 4/4 ni une brioche. Les précisions dans une boulangerie évidemment picarde avec Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. Il représente peut-être à lui seul l'identité de la Picardie maritime. Et oui, rares sont ceux qui boudent le moelleux d'un bon gâteau battu. Bah oui, c'est le meilleur. La texture, tout ça, c'est bien, ça change. Aussi l'odeur, quand il vient d'être cuit, c'est très agréable. À Quesnoy-le-Montant, près d'Abbeville, le gâteau battu est une spécialité. Depuis 1956, on mélange ici les quelques ingrédients nécessaires à sa confection. Un peu de sucre, pas mal de farine, de la levure, des jaunes d'œufs et du beurre en grosse quantité. Pour vous donner le ratio, une brioche, on a 1 kg de farine pour 500 g de beurre. D'accord ? Moi, sur le battu, je suis 1 kg de farine pour 1 kg de beurre. Je suis 1 pour 1. Chaque jour, près de 900 gâteaux battus sortent du laboratoire de Nicolas Amourette. En 15 ans d'expérience, il a tout appris de la recette et de son histoire. Le gâteau battu, avant, s'appelait le gâteau mollet, qui venait des Flandres et qui a été ramené sur la région. Et là, à partir de 1900, ils ont vraiment, c'est devenu une spécialité régionale. Historiquement, le gâteau battu était servi à l'occasion de mariage ou de vin d'honneur, et surtout l'été, car il lui faut de la chaleur. De la chaleur et un bon coup de main. À 3 reprises, après les avoir laissés se reposer, il faut donner à ces 40 kg de pâte ce qu'on appelle un tour. La pâte, elle était inerte, elle n'avait pas de force. Donc l'objectif, c'est de lui donner de la force. Et pour ça, il faut le battre, donc d'où le terme gâteau battu. La pâte est ensuite moulée pour à nouveau se reposer. C'est là qu'elle prendra sa forme emblématique. Dernière étape, la cuisson au four, 17 minutes à 170 degrés. En tout, il aura fallu presque 3 heures de travail avant d'apprécier la qualité du produit. Quand le gâteau dévoile sa pâte alvéolée et ses senteurs. Bah là, vous pouvez voir qu'il est moelleux parce qu'en fait, j'ai du mal à le couper. Idéalement, c'est de le laisser rassir un petit peu, quoi. Ne reste plus
qu'à l'apprécier. Allez, l'heure est venue maintenant de faire un peu de sport après toutes ces délicieuses gourmandises. À ce propos, connaissez-vous le lancer de hache? L'activité peut prêter à sourire, mais elle est très sérieuse, vous allez le voir, et se développe un peu partout en France. Alors comment devient-on bon lanceur de hache? Élément de réponse avec ce sujet de Frédéric Sillet pour Via Occitanie. C'est une discipline qui séduit de plus en plus d'adeptes, le lancer de hache. Ce jeu encore méconnu en Occitanie voit de nombreux centres émerger dans la région comme à Nîmes, dans le Gard, où Alexandre Julien, originaire de Paris, décide en 2021 de proposer aux Gardois cette activité tout droit venue d'outre-Atlantique. C'est un sport canadien. Il y a 100% du Canada et d'Amérique du Nord. Et nous, on le développe en France maintenant depuis quelques années. Le premier centre a ouvert en 2017. D'apparence virile, ce sport ne s'adresse pas qu'à la gente masculine. Absolument pas. Au contraire. Même nous, depuis qu'on a ouvert, on a été surpris d'avoir 2/3 de population féminine qui viennent dans notre centre. Et c'est vraiment ouvert à tous puisque c'est un sport qui ne nécessite pas énormément de force pour y arriver. C'est vraiment un sport de précision. Je le sens pas. Si. Non, je le sens pas. Et pour apprendre à viser juste, il vous faudra suivre quelques conseils pratiques. Partir avec le bras tendu et la hache perpendiculaire et après bouger uniquement le coude et l'épaule. Et après, quand on accélère le bras, juste mettre un petit coup de poignet de manière à favoriser cette rotation. Stacy et Lorenzo s'essayent pour la première fois au lancer de hache. Et après quelques minutes de jeu, Stacy prend l'avantage sur son adversaire. Au bout d'une heure, il est temps de comptabiliser les points. Alors, verdict Lorenzo? 66. Gagné. Alors, c'est resto? Je suis obligé du coup là. Praticable à partir de 14 ans, ce sport pourrait bien demain devenir l'une des activités ludiques les plus appréciées de celles et ceux en recherche de nouvelles distractions. Un peu de douceur à présent dans cette édition avec la ville de Limoges qui présente au musée des Beaux-Arts l'exposition intitulée « Les couleurs de l'argent, trésor de l'orfèvrerie dunkerquoise du XVIIIe siècle ». Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Dunkerque et permet, comme vous le voyez sur ces images de nos confrères de 7 à Limoges, de découvrir jusqu'au 5 novembre prochain des pièces d'argenterie rares et exceptionnelles. Les précisions au micro de Benjamin Delmas. Le XVIIIe siècle, c'est un siècle où l'art de la table prend des proportions beaucoup plus importantes qu'avant. C'est le siècle où apparaissent la salle à manger dans les maisons, où les cafés, les salons de thé commencent à apparaître, où on consomme de plus en plus des nouvelles boissons, café, thé, chocolat qui sont importés des colonies. On est sur un siècle où l'art de la table connaît un raffinement, donc l'idée c'était de traduire ça avec les pièces les plus spectaculaires qui sont les chocolatières et les cafetières et qui ont une forme qui sont particulières, qui sont peut-être un peu moins connues que les théières aujourd'hui, mais qui sont des objets qui ont été inventés au XVIIIe siècle pour servir ces nouvelles boissons. Donc leur forme traduit aussi ces nouveaux modes de consommation. Direction l'Isère pour terminer ce journal à la découverte d'un monument historique, la Villa Casamor. Un bâtiment entre rêve d'Orient et d'amour, niché au cœur des Alpes. Classé monument historique depuis 1986, la superbe bâtisse fait régulièrement l'objet de travaux pour préserver son architecture si particulière. Visite guidée avec Camille Avon pour Télé Grenoble. Regardez. Elle vous transportera en Orient l'espace d'un instant. La Casamor est un monument historique mélangeant inspiration orientale et histoire grenobloise. Créée en 1855 par un couple originaire de la ville, elle est classée aujourd'hui monument historique. La construction de la Casamor est faite à partir d'un ciment local qui provient d'un gisement dans le massif de la Chartreuse. Mais la Casamor, ce n'est pas seulement un lieu d'architecture, c'est aussi un endroit de création. Ça fait 42 ans qu'on accueille des artistes. Certains tournent des clips, certains font des expos, on a leur atelier. Enfin, tout petit parce que non subventionné au niveau création, eh bien, on arrive à faire vivre ce lieu. 2 associations y siègent toute l'année, l'atelier Tournesol qui réalise des cadrans solaires dans le jardin et l'association La Casamor d'hier et d'aujourd'hui qui s'occupe des visites et de la restauration. Car oui, pour garder son état d'origine, des travaux sont faits régulièrement sur les façades mais aussi dans les jardins. Une activité qui demande du temps et du personnel. C'est du quotidien, il y a tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, nous les habitants, ce que de temps en temps il y en a qui se proposent pour venir jardiner, alors bienvenue aux jardiniers. Et puis après, il y a des artisans. Ce matin, il y a 2 maçons qui sont en train de faire une mosaïque de granit rose de Bretagne.
La Casa Amor est aujourd'hui le plus ancien monument français en or gris. Elle a reçu de nombreuses récompenses comme le prix Vieille Maison Française en 1988 ou plus récemment avec le prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021. Pourtant, elle a du mal à trouver des aides financières pour l'aider. On n'a pas de subvention pour avoir un poste permanent. On ne peut pas s'ouvrir comme les musées du département. On a de la chance, il y a 11 musées départementaux, mais là, c'est difficile. Prochainement, un parc public à l'entrée de la Casa Amor sera construit. Et pour ceux qui veulent découvrir la Maison Bleue, elle est ouverte tous les premiers samedis du mois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand gîte des territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.